Vous êtes jeune femme diplômée, mais vous n'avez pas pu avoir un emploi stable avant d'entrer dans le mariage. Vous vous êtes peut-être dit, après le mariage, ça ira. Mais après, vous avez constaté que plus les années passent, plus vous avez des enfants. Mais vous êtes désespéré parce que rien n'est fait. Alors, que faire? La réponse, c'est sur votre émission Éduc-Affect et c'est tout de suite. Bonjour, bonsoir à tous où que vous nous recevez sur cette émission. Vous avez à ma gauche Madame Nobime Sylviane, épouse Troukou, enseignante au lycée technique agricole et formatrice à l'école de mariage. Madame Troukou, bonsoir. Bonsoir, Madame. Et merci d'être avec nous sur cette émission Éduc-Affect. Merci. À ma droite, vous avez Madame Isabelle Gandaro, épouse Kenjinou. Elle est biologiste médicale et psychosexologue. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous sur cette émission Éduc-Affect. Merci Amel, c'est un plaisir. Nous voulons parler du travail avant et après le mariage, le travail de la femme. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le travail de la femme? Ok, merci Amel pour la question. En ce qui concerne le travail, je peux simplement dire que le travail est toute activité génératrice de revenus qui permet à l'être humain de satisfaire ses besoins. Merci. Le travail est toute activité génératrice de revenus qui permet à l'être humain de satisfaire ses besoins. Madame Isabelle, êtes-vous d'avis? Selon vous, c'est quoi le travail? Si, je suis du même avis qu'elle. Le travail est toute activité qui permet à l'homme de satisfaire ses besoins, que ce soit rémunéré ou non. Le travail permet à l'homme de satisfaire ses besoins. Alors, merci Madame Isabelle. Lorsque je me réfère à votre définition, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les tâches ménagères qu'une femme exerce dans le foyer peut être considérées comme un travail? Merci pour la question déjà. Les tâches ménagères, oui, constituent un travail. Déjà que s'il faut recruter quelqu'un pour le faire, cette personne devrait être payée. Je prends l'exemple d'une nounou. S'il faut recruter une nounou pour qu'elle s'occupe des enfants, il faut la payer. Donc, c'est bel et bien un travail. Et déjà, dans la définition du travail au premier abord, nous l'avons dit, toute activité rémunérée ou non. Donc, bien sûr, les tâches ménagères constituent un travail pour la femme. Alors, merci Madame Madame Sylviane. Alors, tout à l'heure, Madame Isabelle disait que bien sûr que les tâches ménagères constituent un travail pour la femme. Êtes-vous de son avis? Oui, je suis du même avis que Madame Isabelle, parce que après le fait qu'il faut engager une nounou pour s'occuper des enfants, si la femme est à la maison, elle doit accompagner ses enfants à l'école. Maintenant, si elle doit accompagner ses enfants à l'école, les ramener à la maison, préparer à midi pour les enfants, je pense qu'en ce sens, elle épargne déjà le foyer des dépenses et un rapport avec la cantine. En ce moment-là, c'est déjà un travail. Après ça, si elle est à la maison, elle a beaucoup d'autres activités à exécuter comme la lessive, prendre quelqu'un qui doit faire cette chose. Si elle fait ses activités déjà, elle travaille. Waouh! Alors j'imagine que si toutes les femmes qui exercent des tâches ménagères devraient être payées, waouh, j'imagine qu'il y a des femmes qui aimeraient avoir comme profession être nounou à la maison, n'est-ce pas? Alors si vous définissez le travail de cette façon, Madame Isabelle, alors pourquoi est-il important alors que la femme travaille? Pourquoi est-il important qu'elle exerce un métier, qu'elle sorte et qu'elle revienne? Si les tâches ménagères également constituent un travail. Ok. Certes, les tâches ménagères constituent un travail pour la femme. Néanmoins, le fait de sortir, d'avoir un travail comme profession, permet à la femme de s'épanouir, d'être sociable. Ça lui permet également de participer aux charges du ménage.
En tant que femme, elle aide son homme à accomplir certaines tâches et lui-même, il est content. À part ça, ça lui permet d'accomplir, je dirais, ça lui permet de satisfaire ses besoins essentiels, voilà, et élémentaires. Donc, le travail de la femme comme profession est très important. Merci, Madame Kenjinou. Mais, Madame Sylviane, le travail de la femme est-elle vraiment important? C'est-à-dire, si elle doit sortir, est-ce que vous pensez que la femme peut rester quand même à la maison à notre ère d'aujourd'hui et gagner de l'argent? Merci Madame Amel pour la question. Je pense que de nos jours, la femme peut bel et bien rester à la maison et travailler. En ce sens qu'il y a des activités, des services qu'on peut présenter aujourd'hui via les stories, via les statuts. Alors que nous sommes à l'ère du numérique, tout est possible. Même le terme de la Journée internationale des droits de la femme de cette année en parle par rapport au digital. Donc je pense qu'aujourd'hui, la femme peut bel et bien rester à la maison, faire du télétravail, présenter ses services via les statuts et stories. Ok. Merci Madame Sylviane. Alors, la femme vertueuse, qui peut la trouver? Nous pouvons lire ce verset au Proverbe 31, par exemple, qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de la valeur que les perles. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Madame Sylviane, je reviens à vous. On dit que la femme, celle qui est vertueuse, travailleuse, se procure de la laine et du lin. Et elle travaille d'une main joyeuse. Vous, dans votre foyer, comment vous pouvez nous expliquer, selon vos expériences, comment vous vous procurez de cette laine-là et de ce lin pour travailler d'une main joyeuse? Okay, merci Amel. Procurer du lin, de la laine, ça veut dire simplement de développer ses talents. Travailler d'une main joyeuse, c'est de travailler avec passion. Je prends par exemple mon cas. Moi, j'ai une grande soeur qui est couturière et depuis le bas âge, à l'âge de 8 ans, j'allais déjà dans son atelier de couture avec ma nièce. Et c'est de là que j'ai constaté que j'ai des talents en couture, en accessoires de mode. Ce qui m'a motivée. Et aujourd'hui, maintenant, je fais des accessoires de mode, des articles habillés en wax à cause de ces talents que j'avais et que j'ai développé par la suite. Et je le fais avec passion parce que c'est depuis bas âge que j'ai commencé, donc je le fais joyeusement. Donc, travailler avec mes mains joyeuses, c'est de travailler avec passion. Donc, je le fais avec passion et tout le temps, je suis dedans, je ne suis pas fatiguée. Merci. Alors, nous avons retenu qu'il faut travailler d'une main joyeuse. Et travailler d'une main joyeuse, c'est travailler avec passion et développer ses talents. Madame Isabelle, alors tout à l'heure, dans ce verset si bien décrit, on a dit que la femme travailleuse, celle-là qui est vertueuse, c'est elle qui se lève pendant qu'il fait encore nuit, hein, et qui fait la nourriture à sa maison et donne la tâche à ses servantes. Alors, je voudrais vous demander comment vous, dans votre foyer, vous arrivez à jumeler profession et tâches ménagères. Une question vraiment pertinente parce que vraiment beaucoup de jeunes femmes se cherchent et n'arrivent pas à y parvenir. Donc, déjà, la femme, elle est multitâche. Donc, en tant que maîtresse de maison, c'est elle qui se lève le premier et c'est elle qui se couche en dernier. Donc, comment y parvenir, jumeler les deux? Il faudra vraiment s'organiser. S'organiser, essayer de faire une liste des tâches à accomplir pour ne pas tourner en rond, et perdre la journée. Donc, voilà comment moi j'essaie de m'organiser déjà la veille, faire une liste des tâches que je veux accomplir. S'il faut préparer, il faut faire ci, il faut se lever à 4 heures ou à 5 heures, essayer de préparer peut-être le repas du soir, le nécessaire avant de partir, et le soir au retour, j'essaie de faire juste quelques petits arrangements et le repas est prêt, tout est bon. Voilà. Merci Madame Isabelle, j'ai gardé quelque chose dans ce que vous avez dit. Vous avez dit pour y parvenir, il faut s'organiser. Madame Sylviane, alors quelle est votre position sur cette question?
comment arrivez-vous? Vous êtes à la fois enseignante, vous êtes à la fois accessoiriste de mode. Et comment arrivez-vous à jumeler tout ça et à réussir votre vie de famille? Ok, merci Amel. Et comme l'a souligné Isabelle, c'est toute une organisation. Déjà, comme je sais que le lundi matin, je dois me rendre au lycée pour aller faire cours, déjà le dimanche soir, j'essaie de préparer par exemple la sauce que nous devons manger le lundi. Comme je suis agronome et je connais les valeurs nutritives des graines de palme, j'adore la sauce graine. Et généralement, c'est le lendemain que c'est plus succulent. Donc, j'essaie de préparer la sauce graine que je dois manger le lundi matin. J'essaie de préparer ça la veille, le dimanche soir. Et le lundi à midi, généralement à la maison, nous mangeons atassi. J'adore également les protéines. Donc, j'essaie de faire la friture du lundi, le dimanche soir. Je prépare le niébé qui va me servir de faire atassi le lundi là. Je prépare ça également le dimanche soir. Donc, le lundi matin, j'essaie juste de chauffer la friture et je prépare la tassi. Et le soir, au retour, je chauffe également ma sauce graine et je prépare la pâte. C'est un peu ça. Intéressant. Merci, Madame Sylviane. Que de femmes vertueuses nous avons sur notre émission et elles viennent de partager avec vous comment elles s'organisent dans leur quotidien. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est le travail de la femme avant et après le mariage. Et pour cela, nous allons recevoir notre invitée sur cette émission et elle va nous parler de comment la femme peut se préparer et entrer dans un emploi, travailler avant d'entrer dans le mariage. Nous recevons notre première invitée, Madame Asta Djossou. Madame Asta Djossou, bienvenue sur cette émission. Merci Madame Goudou. Et merci d'être là. Ça fait plaisir. Alors, Mademoiselle Yabo Asta Djossou est juriste, activiste des droits humains. Elle est acteur de lutte contre les violences basées sur le genre. Elle est père éducatrice en santé sexuelle et reproductive. Elle est également maquilleuse professionnelle. Alors, elle est avec nous pour nous parler de comment une jeune femme peut se prendre dans le travail avant d'entrer dans le mariage. Madame Asta Djossou, dites-nous un peu, alors, vous, votre position par rapport au travail de la femme avant le mariage. Personnellement, moi je pense qu'avant de se lancer dans un projet de mariage, une femme doit nécessairement avoir un emploi ou tout au moins une activité génératrice de revenus. Au fait, ça lui permettra d'être capable d'abord de se nourrir soi-même et de subvenir à ses propres besoins. C'est vraiment essentiel. Pour moi, sans ça, tu n'as pas le droit de te lancer dans un projet de mariage. J'avoue que c'est difficile au Bénin ici pour trouver de l'emploi et autres. Mais néanmoins, il y a, avec les talents, il y a plusieurs activités qui permettent de se nourrir. On n'a pas forcément besoin de travailler dans l'administration. On peut faire également assez de choses pour pouvoir se nourrir. Et en plus, nous avons la chance d'être dans un monde numérique. Nous avons cette chance. Donc, il y a plusieurs les métiers du numérique aujourd'hui. Et même si ce n'est pas un métier du numérique, même si tu fais autre activité comme Madame Sylviane, qui fait des accessoires de mode, tu peux les commercialiser en ligne, utiliser le digital pour te faire des revenus, pour pouvoir subvenir à tes besoins. C'est après ça maintenant, quand tu es capable de te nourrir toi-même et subvenir à tes besoins, tu peux maintenant penser à te marier parce que cela t'évitera de rester un tout petit peu affamé, de laisser tes enfants affamés, attendre papa avant de manger. Merci, Mademoiselle Asta. Tout à l'heure, nous parlions de travailler avec une main joyeuse quand nous parlions de ce proverbe-là. Alors, dites-nous, vous êtes, en plus de toutes les casquettes que vous portez, déjà à votre âge, vous êtes maquilleuse professionnelle. Dites-nous comment vous arrivez à travailler d'une main joyeuse. Voilà. Pour travailler d'une main joyeuse, comme l'avait dit Madame Sylviane,
il faut... c'est la passion. C'est la passion. Et pour ça, il faut se demander, alors quelle est ma passion à moi? C'est après avoir découvert cette passion qu'on peut vraiment travailler d'une main joyeuse. Pour cela, il faut d'abord avoir confiance en soi, se connaître soi-même, savoir s'écouter. C'est en t'écoutant que tu vas découvrir réellement ce que tu aimes. Parce que des fois, on se dit, tel boulot, ça donne beaucoup d'argent. Bon, c'est ma passion parce que ça donne de l'argent. Mais en le faisant, tu ressens tellement de difficultés. Se lever les matins pour aller travailler, c'est dur pour toi. Mais là, il faut savoir que quelque chose cloche. Est-ce que c'est vraiment ta passion? Quand tu arrives à découvrir ta passion, tu ne ressens pas du tout de difficulté à travailler. Tu travailles avec amour. D'abord, tu ne travailles même pas. C'est comme si tu accomplis ta destinée. Aucun effort, c'est travailler avec joie. C'est vraiment ça. Quand tu arrives à découvrir ta passion, ton travail devient une source de joie. Exactement, ça vient naturellement. Pas de difficulté. Donc, c'est vraiment ça, travailler avec une main joyeuse. Merci, mademoiselle Yabo. Alors, que conseillez-vous aujourd'hui à toutes ces jeunes femmes qui nous regardent et qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore décidées avant d'entrer dans le mariage? Que leur conseillez-vous? Que conseiller à ces jeunes femmes si ce n'est de se reprendre en main? Le mariage n'est pas une fin en soi. On l'entend souvent. Et puis on se dit, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais ça veut dire quoi réellement? Ce que ça veut dire simplement, c'est que en tant qu'être humain, on doit pouvoir être capable de se définir en dehors du mariage. Je ne suis pas encore mariée, c'est vrai. Mais je sais que je me marie aujourd'hui, demain, après-demain ou pas, quand on va dire « Asta, qui es-tu ?» je serai capable de le dire sans dire « Je suis la femme de telle personne ». Parce que ce n'est pas réellement ça ce que je suis. Il faut être capable de se définir, écrire son histoire en dehors du mariage. Le mariage, ce n'est pas encore une réussite. Ça, c'est en Afrique qu'on nous dit cela. Sinon, ce n'est pas réellement une réussite. Le mariage, oui, selon moi, c'est un besoin. C'est un processus de la vie. Ça vient, tu auras un mari, tu vas faire des enfants, avoir une famille heureuse. Mais est-ce que c'est tout? Tu t'assois là parce que, bon, le mariage, surtout, on dit en Afrique, la femme, son rôle, c'est de procréer. Tu viens, tu procrées, puis voilà, c'est fini. Mais non, ce n'est pas encore ça le but de ton existence. Merci. Merci, mademoiselle Yabo Asta Djossou, pour cette belle intervention. Nous allons recevoir tout de suite notre invité, notre deuxième invité, Monsieur Fred, qui va nous rejoindre tout de suite. Et il est le coq de la basse-cour sur cette émission. Et il nous parlera de la position des hommes par rapport au travail de la femme. Merci. Nous recevons notre deuxième invité sur cette émission Éducafect en la personne de M. Fred Kwenou. Il est politologue, consultant sur les questions de la jeunesse. Il est acteur politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous. C'est un honneur pour moi d'être en face de vous. Selon vous, pourquoi et pour quelles raisons un homme refuserait à sa femme de travailler, selon vous? Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. D'abord, il faut dire que nous sommes une société séculairement patriarcale. Nous sommes fondés sur une éducation qui sous-entend que les hommes prévaudraient sur les femmes. C'est une éducation qui est très vieille d'abord et qui voudrait d'abord que ce soit la décision de l'homme qui passe. Dans un premier temps. Dans un second temps, je pense qu'il y a le fait que dans notre pays, comme je le disais, nous, hommes et femmes, sommes égaux devant nos droits, c'est-à-dire le droit à s'émanciper par le travail. Mais ce n'est pas encore une réalité pour les femmes. Donc l'État manque encore de protéger suffisamment les femmes sur le lieu de travail, que ce soit en administration publique ou en entreprise. Et donc, vous savez, la question de
travail sous-entend quelque part une question de pouvoir ou de décision. Et c'est tout à fait normal que certains hommes, quand ils connaissent un peu comment ça se passe, que ce soit dans l'administration publique ou privée, aient peur. Parce qu'ils craignent d'abord que leurs femmes se retrouvent sous la domination d'un autre homme, même si c'est dans le cadre du travail. Et étant donné que dans notre société, on a toujours dit à la femme d'être soumise à l'homme, à celui qui détient le pouvoir. Le mari détient le pouvoir à la maison. Donc le mari se sent parfois en difficulté face à un autre homme qui détient le pouvoir en entreprise ou en administration ou au bureau. Donc il voit peut-être la soumission, même si c'est dans le cadre du travail, ça peut rapidement déboucher sur une autre forme de solution. Il y a ensuite ça. Il y a ensuite il y a aussi une certaine forme d'éducation qui dans certaines communautés, dans certaines de nos familles, font croire beaucoup plus à la femme que le travail est son premier mari. Donc, beaucoup de femmes se focalisent sur le travail. Ils se disent, je pourrais moi-même gagner mon argent, alors je n'ai plus besoin de mon homme. Et l'homme veut toujours se sentir utile, important. Il veut être héros de sa femme, en fait. Et donc, il y a aussi cette peur. Il y a aussi, on peut aussi voir la préoccupation liée, par exemple, à l'éducation des enfants. Si c'est un couple qui a des enfants, si c'est un couple qui a des enfants, il y a aussi le fait qu'il peut se poser un problème de l'absence des deux personnes de la maison. Par exemple, quand c'est le travail de la femme l'amène à s'extirper de la maison, ça peut aussi poser un problème sur l'éducation des enfants. Donc je pense que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Au moins 4 facteurs. Mais je crois que tous ces facteurs, on peut les contourner. Hommes et femmes peuvent ensemble décider de les contourner. Mais je crois aussi que par ailleurs, que l'État, en tant que nation, en tant que garant du respect des droits de chacun, a un très grand rôle à jouer dans celui de la protection de la femme sur son lieu de travail, quel que soit le secteur dans lequel elle travaille, afin qu'elle ne soit pas soumise au pouvoir de décision des responsables sur lesquels elle travaille, qui peut amener à autre chose. Donc je pense que l'État doit être plus vigilant. Ensuite, je pense qu'il faut que nos mentalités évoluent. J'ai souvent pensé que la question du droit des femmes est une lente progression vers l'avenir. Chaque fois que notre société a été prête à faire un pas en avant vers l'égalité homme-femme, chaque fois que le volontarisme politique s'est fixé de nouveaux objectifs, nous avons pu faire un pas en avant. Donc je pense que c'est tout un ensemble entre la volonté politique de l'État, entre la communauté, la société, les familles, mais encore plus entre l'homme et la femme qui s'engagent ensemble. Un débat, je pense, mérite de s'insérer avant de pouvoir se mettre ensemble. Chacun doit pouvoir dire à un moment donné comment il envisage cette vie de couple et quel sera le rôle du travail, celui de la femme, du travail de la femme, dans ce couple. Merci, M. Fred, pour nous avoir souligné tous ces aspects de la question. Mais je reviens sur... vous avez parlé de la volonté politique pour accompagner ces femmes-là. Et surtout, votre dernière partie, vous avez dit qu'il faut également la volonté dans le couple pour que les deux puissent discuter par rapport à cela. Justement ça, est-ce que vous, en tant que responsable, vous avez un foyer, vous pouvez imaginer un peu ce que peut être le ressenti, ce qu'une femme peut ressentir lorsque son mari lui interdit catégoriquement de travailler? Je l'imagine bien. Je pense que interdire à la femme de travailler, c'est la priver de son droit.
Vous avez déjà eu cette expérience une fois? Vous avez déjà entendu parler ou bien vous avez vécu ça? Bien sûr. Oui. Mais comme je l'ai dit, l'analyse est très délicate. Ça dépend des bases du départ, des bases sur lesquelles les deux se sont engagés. Ça dépend aussi de la société dans laquelle ils vivent. Ça dépend de la culture de chacun. Je ne dis pas, vous savez, travailler, c'est un droit pour la femme. Oui. Mais elle peut décider, en face d'autres contingences, d'aliéner ce droit. Elle est libre. Lorsqu'elle a l'impression que les conditions sont garanties pour elle. Vous savez? Oui. Dans ce contexte, nous sommes, la femme est prête, elle veut travailler, mais elle est interdite par son mari d'y aller. Alors, je voudrais savoir, en tant qu'homme dans la peau d'un homme, quel ressenti pouvez-vous, de façon empathique, quel ressenti la femme peut avoir selon vous? Non, écoutez, une femme qui est prête et qui veut travailler, qui se voit interdite par son mari de travailler, je dis d'abord qu'un de ses droits fondamentaux a été bafoué. Et je crois qu'on ne se marie pas pour dominer sur l'autre. Je crois qu'on se marie pour grandir ensemble, pour qu'ensemble on puisse s'émanciper. Donc, je pense d'abord que si la femme est prête et veut et qu'elle se voit interdite, il y aura une frustration. Merci. Je ne peux pas prédire que ce couple dure. Parce que quand la femme veut vraiment quelque chose au fond d'elle, elle finit toujours par l'obtenir. Et quand elle a l'impression qu'il y a une barrière, elle a l'impression qu'elle n'est pas aimée. Vous savez, pour que la femme se sente aimée, il faut l'aider à s'émanciper. Donc, sur ce point, il n'y a pas de discussion possible. Mais je veux aussi faire comprendre qu'il y a plusieurs paramètres. Quand vous prenez par exemple un couple, nous sommes dans une société, et quand vous prenez un couple qui est de la classe riche ou de la classe moyenne, c'est facile pour l'homme et la femme de s'entendre pour dire, bon, pour l'éducation de nos enfants, pour tout ça, moi l'homme je travaille et toi la femme tu ne travailles pas. Je ne travaille pas. Oui. Si elle est consentante, si elle est d'accord, c'est que elle accepte d'aliéner un de ses droits pour dire ok, je le fais. Parce que je vous ai entendu dire aussi que les travaux domestiques aussi c'est du travail, seulement que c'est du bénévolat, ce n'est pas rémunéré. C'est pas rémunéré. Vous voyez? Mais merci Monsieur Fred, vous avez dit que lorsque la femme est prête pour travailler et qu'elle se voit interdite, vous avez sorti un mot, vous avez parlé de frustration et vous avez dit également que en temps normal, les deux devraient grandir ensemble parce que se marier, c'est grandir ensemble. Alors, Madame Kenjinou, vous êtes une femme. Alors, lorsque M. Fred parle de frustration, c'est quoi la frustration au niveau du femmes? Quels sont les comportements qu'une femme peut banalement développer lorsqu'elle est frustrée dans le ménage? Merci pour la question. Déjà, quand la femme est interdite de travailler par son conjoint, ça pose problème. Comme l'a dit M. Fred tout à l'heure, si c'est d'un commun accord, c'est bon. Le couple s'est entendu pour l'éducation des enfants. Les enfants ont besoin de moments, c'est bon. Mais là, quand c'est imposé par l'homme qui s'érige en dictateur pour dire oui, tu restes à la maison, point. Ça passe ou ça casse, ça pose problème. Déjà, ça commence par les frustrations qu'on a dit. Et quand il y a frustration, la femme, je vous dis, elle change littéralement. Vous allez méconnaître votre épouse. Déjà, elle est toujours de mauvaise humeur. Elle devient carrément aigrie dans la maison. Elle est aigrie. Elle se sent inutile. Elle se dit, bien, je sais à quoi finalement. Je suis là que pour faire des enfants. Donc, elle est toujours de mauvaise humeur. Oui, elle peut taper les enfants. Vous rentrez, à peine elle vous regarde, elle vous donne de l'eau. L'amour disparaît carrément. Voilà. Après ça, maintenant, ça peut aussi agir sur elle dans la vie de couple. Déjà que quand l'ambiance dans le couple devient lourde, ça devient infernal, tout change. Donc, ça peut agir sur sa sexualité du moment où elle voit monsieur, elle s'énerve. D'un coup, quand peut-être l'autre va vouloir s'approcher d'elle, peut-être pour une relation sexuelle, dis donc, elle va plus se laisser aller, elle ne se laisse plus aller. Et comme conséquence directe, on peut avoir quoi? La femme, elle ne mouille plus correctement.
Vous voyez déjà mais vous, vraiment là, ça va vraiment loin. Est-ce que dans le foyer, l'homme peut penser que si jamais la femme développait ces comportements, c'est parce qu'elle a été interdite de quelque chose? Est-ce qu'il arrive des fois que les hommes analysent souvent des comportements comme ça, que c'est parce que j'ai dominé ou bien j'ai imposé quelque chose quelque part? Très rapidement, pour que nous clôturons. Oui. 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 Ok. Quand l'homme est avisé, il peut facilement se dire que certainement la dame a un problème. Et à force de dialoguer, dans le couple, le dialogue est la base, la fondation. À force de dialoguer, il peut comprendre que oui, c'est parce que ma femme n'est pas épanouie, elle a besoin de telle chose. Voilà. Mais quand l'homme, bon, il n'est pas à l'écoute, il n'analyse pas sa femme, il ne connaît pas en gros sa femme, et déjà, lui qui a refusé, c'est un dictateur. Bon, pour lui, tu ne veux pas, bon, ça passe, ça continue. Donc, je voulais compléter que déjà, quand la femme ne mouille plus comme, permettez-moi de compléter, d'accord? Quand la femme ne mouille plus comme ça peut aboutir à quoi déjà? Sécheresse vaginale au quotidien, à tout moment, malgré l'utilisation des lubrifiants, de tous les produits. Alors, Madame Kenjinou est psychosexologue. Elle va revenir dans d'autres numéros sur cet aspect-là. Alors, Madame Sylvia, dites-nous, que conseillez-vous à ces femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont désespérées dans les foyers? Quels conseils avez-vous à leur donner? D'accord, merci Amel. À ces femmes qui nous regardent et qui sont dans ces conditions, je dirais simplement de prendre des bonnes initiatives pour débuter quelque chose, même en étant à la maison. L'homme qui les a aimées, les a épousées, lorsqu'il va se rendre compte que leur épouse est vraiment déterminée, il va sûrement les accompagner. Merci, Madame Sylvia. Monsieur Fred, je viens à vous. Et quel est le mot que vous avez à lancer à ces hommes qui, de façon, comment je vais dire, mettre, si je peux le dire, le travail de la femme entre valeur absolue? Non, tu ne travailles pas. Quel conseil avez-vous à donner à ces gens? Je pense qu'il faudrait que les mentalités évoluent. Tout à l'heure, Madame développait un aspect de la question pour montrer que la frustration de la femme peut entraîner beaucoup de conséquences sur elle. Donc je pense qu'il faut que les mentalités évoluent. Il faut que nous, hommes, nous acceptions d'accompagner nos femmes dans leur désir de travailler. Pas forcément en administration ou dans le secteur privé, mais elles peuvent mener des activités génératrices de revenus qui leur permettent de s'émanciper, parce qu'on dit que le travail libère, d'être un peu libre, autonome, et de plus en plus, dans un monde où la vie devient de plus en plus difficile, il est important de se faire aussi accompagner par nos femmes dans le foyer. Et la main de l'homme seul ne suffit plus, donc comme on dit, c'est deux mains qui se lavent. Donc voilà, je pense qu'il faut que les mentalités évoluent. Il faut que les mentalités évoluent. Alors, quel est votre mot de fin, Madame Kenjinou? Aux femmes qui sont dans ces conditions, moi je leur dirais, elles ont des potentialités. Nous l'avons tantôt dit, elles peuvent travailler à la maison. Donc, cessez de pleurer, cessez de vous plaindre, prenez vos décisions et vous allez parvenir à construire même à la maison. Merci à tout un chacun de vous. Merci à notre invité. Merci, chères dames Sylviane et Isabelle. Chères femmes, nous avons parlé sur notre émission Éducafet du travail de la femme avant et après le mariage. Et ce qui est l'idéal, c'est de trouver sa ligne avant de rentrer dans le mariage, ou sinon se faire vraiment accompagner par son époux, discuter, comme notre invité l'a dit. Il faut que les hommes accompagnent leur épouse dans le foyer pour qu'elle puisse être épanouie. Alors, chères femmes, prenez des décisions, comme Dame Isabelle nous l'a dit, prenez des décisions, travaillez, soyez déterminés et c'est sûr, votre mari vous accompagnera. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.